Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 20e conférence, j'analyserai la relance de la bataille linguistique qui s'effectue après le règne du Parti québécois qui s'est terminé avec la victoire du Parti libéral en 1985. Durant le règne du Parti québécois, le mouvement Québec français s'était montré plutôt discret sur la scène publique. Il était, pour ainsi dire, entré en hibernation en croyant avec une certaine candeur que la communauté anglophone se soumettrait à la loi 101. Autre facteur qui explique aussi le relatif silence du mouvement Québec français, c'est la rivalité qui s'instaure au début des années 80 entre les centrales syndicales qui constituaient pour le MQF le noyau dur de sa capacité de mobilisation. Donc, la décennie des années 80 a été décevante pour le mouvement nationaliste qui a connu une certaine désaffection pour le projet indépendantiste. Il y a eu l'échec du référendum de 80, il y a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution et finalement, il y a eu le changement de cap idéologique du Parti québécois en 1984 qui a abandonné son objectif de l'indépendance du Québec. Ce changement de climat politique s'est manifesté par l'élection en 1984 du Parti conservateur du Canada, qui a reçu un très large appui au Québec, en particulier en raison de l'appui que lui avait accordé le Parti québécois, qui avait misé sur Brian Mulroney plutôt que de défendre son option sur la scène politique fédérale. La Société Saint-Jean-Baptiste, dans les années 80, va donc se retrouver son militantisme parce que beaucoup des militants indépendantistes vont se réfugier à la société pour continuer le combat. Et donc, la société va devenir le pôle de résistance au démantèlement de la loi 101 qui est entrepris par diverses décisions de la Cour suprême du Canada. En 1979, ce démantèlement s'était manifesté par le fait que la Cour suprême a invalidé les articles 7 à 13 qui établissaient l'usage du français comme langue unique officielle à l'Assemblée nationale. En 1984, ce fut au tour des articles 72 et 73 d'être invalidés en raison de la clause Canada qui permettait l'accès à l'école anglaise à tous les Canadiens venant s'établir au Québec, ce qui représentait une brèche importante dans la politique de francisation des nouveaux arrivants. En 88, ce fut une autre attaque contre la loi 101 qui invalida le chapitre sur la langue d'affichage commercial au nom de la liberté d'expression. Donc, le débat linguistique fut véritablement relancé par la décision de la Cour d'appel du Québec du 22 décembre 1986 qui déclare inconstitutionnel l'affichage unilingue français dans les commerces. La nouvelle présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, et il faut le souligner, c'est la première femme qui accède à la direction de la Société Saint-Jean-Baptiste, Madame donc Nicole Boudreau, va préparer la riposte à cette offensive fédérale visant à neutraliser les effets de la loi 101. Elle va mobiliser deux nouvelles organisations au sein du MQF, l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec et l'Union des artistes. Elle organise une grande tournée du Québec sous le thème Le français, ça va mal à Montréal et comment ça va chez vous? Cette tournée du Québec s'en est suivie d'une autre campagne de promotion
qui, elle, portait le titre « Ne touchez pas à la loi 101 », qui dénonçait les reculs au chapitre de la langue d'affichage et aussi la stagnation dans la francisation des entreprises. En plus de ces actions de promotion, elle fait aussi signer une pétition par 101 000 personnes pour défendre le droit de vivre en français au Québec. Elle va donc aussi organiser des manifestations publiques et donc le 17 avril 1988, il y a 25 000 personnes qui se réunissent sur la place Jacques-Cartier et par la suite, il y aura un autre rassemblement au Centre Paul-Sauvé qui réunira 20 000 personnes le 18 décembre. Tous ces rassemblements ou ces manifestations visent à protester contre le charcutage de la loi 101. Ce mouvement de protestation va s'amplifier avec le temps compte tenu de la mollesse du gouvernement libéral et va aboutir à une des plus importantes manifestations de l'histoire du Québec qui aura lieu le 12 mars 89, réunissant 80 000 personnes qui protestent contre l'adoption de la loi 178 adoptée par le gouvernement libéral sur la question de l'affichage bilingue. Et donc, ces activités vont donc relancer la bataille pour la défense de la loi 101. Le mouvement Québec français de cette période est animé par Guy Bouthier, qui y est désigné comme représentant de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et il fut, pour ainsi dire, à lui seul la cheville ouvrière de l'organisation parce qu'elle est faiblement structurée et son rôle consiste à faire la liaison entre les organismes membres, en particulier les syndicats, et aussi la préparation des textes, déclarations du mouvement Québec français. J'ai recensé pour la période 86-90 pas moins de 79 lettres que M. Bouthier a publiées à titre de porte-parole du MQF. Ceci indique l'intensité de l'activité de mobilisation de cette organisation. À l'occasion donc de la défense de la loi 101, la Société Saint-Jean-Baptiste va enfourcher un autre cheval de bataille en dénonçant le Québec bashing, thème qui est toujours d'actualité au moment où je vous parle. À cette époque, et comme aujourd'hui d'ailleurs, les médias anglophones déclenchent des avalanches de critiques à l'endroit du Québec et ces critiques sont très malveillantes puisqu'elles insinuent que les Québécois sont racistes ou xénophobes. Et donc, il y avait aussi à cette époque eu une déclaration du Comité des droits de l'homme des Nations unies qui avait condamné la loi 78 adoptée par le gouvernement Bourassa en 88. Et supposément, selon les membres de ce comité, cette loi portait atteinte à la liberté d'expression. Donc, Guy Bouthier va organiser la riposte à cette critique à l'endroit des politiques linguistiques québécoises et il va mobiliser les avis de deux personnalités internationales pour rétablir les faits. Il va donc demander à M. Gregory Baum, qui est un théologien de réputation internationale, et à Ramsey Clark, qui est ancien ministre de la Justice du président américain Lyndon Johnson, de soutenir la politique linguistique du Québec et de montrer que celle-ci ne porte nullement atteinte à la liberté d'expression conformément au droit international. Je pense qu'il est intéressant ici de citer M. Ramsey Clark, citer un extrait de son témoignage à cet égard. Je le cite. Je crois que la charte de la langue française constitue une mesure courageuse, positive et sensible, mais aussi respectueuse des droits de tous, de préserver une culture d'une grande valeur. Je crois que le droit international doit et devrait protéger une telle législation parce qu'elle est essentielle pour assurer le respect des droits de l'homme.
Donc, cette déclaration vise évidemment à invalider les prétentions des anglophones selon lesquelles l'anglais serait une langue brimée au Québec et porterait atteinte aux droits de l'homme. Donc, c'est une période très agitée que traverse le Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste. Et pour mobiliser l'opinion publique, la Société Saint-Jean-Baptiste va faire du chiffre 101 son cri de ralliement. Elle va donc intervenir dans le débat linguistique pour empêcher que le Québec perde du terrain. À son congrès de 1990, elle va même se mettre en mode, non pas défensif, mais revendicatif, en réclamant une amélioration de la loi 101, en suggérant d'étendre l'obligation faite aux immigrants de fréquenter l'école française, d'étendre cette obligation au niveau collégial. Revendication qui est toujours dans le débat public au moment où je fais cette conférence. En 1993, la Société Saint-Jean-Baptiste mène un autre combat contre le projet de loi 86 qui va modifier la charte de la langue française au chapitre de l'affichage public. Dans le mémoire qu'elle présente devant la Commission de la culture, elle dénonce l'affaiblissement de la langue française parce que cette langue française est mise sur un pied d'égalité avec l'anglais dans l'affichage public. Elle soutient que le pouvoir d'attraction du français auprès des immigrants sera réduit si on met les deux langues sur un pied d'égalité. Je cite une partie, un segment de ce mémoire. L'affichage unilingue est un rappel quotidien et omniprésent de la primauté que le Québec accorde à sa langue. Chaque affiche bilingue dit le contraire à l'immigrant. Il y a deux langues au Québec, on peut choisir celle que l'on veut. Pas besoin d'apprendre le français si tout est traduit. Donc, le MQF va combattre la politique libérale en matière d'affichage public et va demander le retrait de la loi 86 parce que cette loi affaiblit les capacités d'attraction des immigrants vers la communauté francophone. Le gouvernement péquiste qui sera élu en 1994 et en 1996, M. Bouchard n'accédera pas à cette politique de la société et ne veut pas réouvrir le débat linguistique. Après l'échec de Mitch, donc, la position du MQF va évoluer et va devenir beaucoup plus politique en faisant directement le lien entre le combat pour la souveraineté et le combat pour la langue française. Elle va présenter un mémoire devant la Commission parlementaire des affaires culturelles le 23 octobre 1991. Et dans ce mémoire, elle affirme ce qui suit. Aucune politique culturelle n'est possible au Québec sans la souveraineté. Donc, dans le cadre du référendum de 1995, le mouvement Québec français va publier, sous la plume de Guy Boutillier, 7 lettres exposant les avantages de la souveraineté. Je le cite, c'est dans le combat pour faire du Québec un pays que nous avons trouvé le goût et le droit de nous battre pour le français. Ces débats vont aussi attirer la Société Saint-Jean-Baptiste sur un autre enjeu qui est celui de la question de l'immigration. On se rappelle que la Société avait toujours été méfiante à l'endroit de l'immigration qui était perçue dans le passé comme étant une menace à la survie de la nation, puisque l'afflux massif d'immigrants déséquilibrait les rapports démographiques entre francophones et anglophones. Dans les années 60, elle va débuter une réorientation à l'endroit des immigrants en proposant une politique d'intégration des immigrants. On va créer un comité d'accueil des immigrants et on va confier à l'Institut du Vernet le mandat d'offrir des cours de francisation aux néo-canadiens. Ces cours étant dispensés par d'excellents professeurs qui étaient membres de la société.
On note qu'en 1968, il y a environ 300 néo-québécois qui se sont inscrits au cours de conversation française donné gratuitement par la société. Donc, cette initiative va se développer au cours des années et il y aura même des cours qui seront réservés à des communautés immigrantes particulières, particulièrement spécifiquement aux réfugiés vietnamiens qui avaient plus d'aptitude à l'apprentissage du français. La question des immigrants va donc être posée à la fin des années 70 par le Parti québécois qui va signer ce qu'on a appelé l'entente Colin-Couture en 1978 qui permettait au Québec d'influer sur la grille de sélection des immigrants et cette politique voudra aussi favoriser une meilleure francisation des enfants des nouveaux arrivants pour éviter qu'ils viennent grossir les rangs de la communauté anglophone de Montréal. Dans les années 90, on a bien vu que ces politiques n'influençaient pas vraiment les relations démographiques puisque les courbes démographiques indiquaient au fil des décennies une régression de la majorité de langue française. Donc, malgré tous les efforts de francisation, les efforts d'intégration, les immigrants continuaient à s'intégrer au monde anglophone. Et surtout, ce phénomène d'anglicisation se manifestait à Montréal. Donc, devant cette situation, la société va intervenir pour réclamer deux choses. Premièrement, il fallait freiner l'augmentation des quotas d'immigrants et deuxièmement, il fallait accroître les ressources investies dans l'intégration des nouveaux arrivants. Certes, on disait oui à l'immigration, mais à la condition que le Québec ait les moyens de les intégrer. Dans un mémoire intitulé Au Québec pour bâtir ensemble, la société recommande de limiter l'augmentation des quotas d'immigration pour que les mesures de francisation puissent faire leurs preuves. Jean Dorion va établir un lien de causalité entre l'ouverture aux immigrants et la capacité de les intégrer. Il ne faut pas, disait-il, dépasser le seuil des 36 000 entrées nouvelles par année pour être en mesure d'avoir les ressources suffisantes pour franciser ces nouveaux arrivants. Alors aussi, il demandait au gouvernement d'envoyer un message clair aux immigrants pour leur dire qu'au Québec, c'est en français que ça se passe. On demande aussi que les COFI aient plus de ressources pour encadrer les nouveaux arrivants dès leur arrivée. Enfin, dans cette politique d'accueil des immigrants, on suggère de démétropoliser l'immigration en envoyant un plus grand nombre d'immigrants dans les régions. Voilà donc les politiques que la société souhaite mettre en œuvre pour faciliter l'intégration des immigrants. On se posait évidemment la question pourquoi les immigrants soutenaient le non au référendum et pourquoi ils avaient dans leur très grande majorité tendance à être fédéralistes. Et donc, Louise Lorrain, qui est vice-présidente de la Société dans les années 90, va beaucoup s'intéresser à cette question et elle va proposer de favoriser l'enseignement de l'histoire aux immigrants pour faciliter leur intégration. Évidemment, cette politique d'intégration par des cours une formation sur l'histoire du Québec ne suffira pas à attirer les immigrants vers la communauté québécoise et ceux-ci vont continuer à s'identifier au Canada, qui est leur pays d'accueil. Donc, toutes ces discussions, suggestions amènent à la conclusion selon laquelle, et c'est la conclusion que la Société Saint-Jean-Baptiste soutient, à savoir que c'est l'indépendance qui
seul permettra d'améliorer les capacités d'intégration des immigrants. Donc, voilà pour la relance du débat linguistique dans la décennie des années 80. Et cette relance, ce combat qu'on mènera pour résister au démantèlement de la loi 101 aura des effets à plus long terme, puisqu'il s'inscrira dans la relance aussi du débat sur la question constitutionnelle avec l'accord du lac Meech qui aura dans une de ses revendications la nécessité d'augmenter les pouvoirs du Québec en matière d'immigration. Donc, dans ma prochaine conférence, j'analyserai comment on a relancé le débat sur la question constitutionnelle. Merci de votre attention et à la prochaine.